La femme courant vers les voies de chemin de fer abandonnées ne savait pas qu'elle était sur le point de sauver l'homme le plus dangereux de Chicago. Elle savait seulement que quelqu'un était en train de mourir. Et elle était infirmière. Monica Adams avait vu beaucoup de sang en ses 12 ans travaillant aux urgences. Elle avait maintenu une pression sur des blessures par balle, parlé à des victimes pendant que leur vie s'épuisait, était témoin du moment où la lumière avait quitté des yeux qui avaient été pleins d'espoir quelques secondes auparavant. Mais rien ne l'avait vraiment préparée à ce qu'elle trouva sur les voies rouillées derrière le vieux quartier des abattoirs cette nuit de janvier gelé. Dans une ville où la miséricorde est un inconvénient et la gentillesse vous fait tuer, une veuve était sur le point de prouver que parfois l'acte de défiance le plus fort est simplement de refuser de s'éloigner. Si vous croyez que des gens brisés peuvent encore devenir des héros, cliquez sur ce bouton d'abonnement et écrasez ce j'aime pour soutenir des histoires qui nous rappellent pourquoi l'humanité compte. Laissez un commentaire nous disant d'où vous regardez. Nous aimons savoir que notre communauté s'étend sur le globe. Maintenant, assistons à la façon dont une décision en une fraction de seconde a changé 3 vies pour toujours. Le souffle de Monica sortait en nuages blancs et nets alors qu'elle trébuchait sur le sol gelé, ses baskets usées glissant sur la glace noire. Elle avait emprunté ce raccourci pendant 2 ans, depuis que l'argent de l'essence était devenu un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et elle n'avait jamais rien vu d'autre que des rats et des bouteilles à casser ici. Cette nuit, elle vit un corps. Il était étendu sur les voies comme des déchets jetés, face contre terre, un bras tordu à un angle qui lui serrait l'estomac. Du liquide sombre, trop de liquide sombre, s'écoulait sous lui, fumant légèrement dans l'air à 15 degrés. Les instincts d'infirmière de Monica lui criaient de vérifier son pouls. Ses instincts de survie lui criaient de courir. Le South Side de Chicago ne récompensait pas les bons Samaritains. Elle le savait. Son mari l'avait su aussi, jusqu'au moment où le savoir ne l'avait pas sauvé d'une balle lors d'un contrôle routier de routine il y a 2 ans. Mais ses pieds bougeaient déjà. Monsieur. Sa voix se brisa. Elle tomba à genoux à côté de lui. On a chanté tes hommes. Ignorant le froid qui mordait à travers ses minces blouses. « Monsieur, vous m'entendez » Aucune réponse. Elle pressa 2 doigts sur son cou, cherchant le pouls carotidien, et faillit sangloter de soulagement quand elle le trouva. Faible, faible, mais là, il était vivant, à peine. Les mains de Monica bougeaient avec une efficacité pratique, vérifiant les sources de saignement. Blessure par balle à l'abdomen, une autre à l'épaule, blessure défensive sur ses mains, échymose autour de sa gorge suggérant une strangulation, et son visage, même battu au-delà de la reconnaissance, elle pouvait dire qu'il avait été beau. Mâchoire forte maintenant fendue et enflée, cheveux foncés emmêlés de sang, costume chair déchiré et sale. Ce n'était pas un vol à l'arraché aléatoire. C'était une exécution que quelqu'un n'avait pas réussi à terminer. « D'accord, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. D'accord, nous n'allons pas mourir cette nuit. Pas sous ma garde. » Elle enleva son manteau, la seule chose chaude qu'elle possédait, et le pressa contre sa blessure abdominale. Son téléphone était déjà dans son autre main, mais elle hésita. Appelle le 911 et il poserait des questions. Les questions menaient à des rapports de police. Les rapports de police menaient à quoi? Celui qui avait fait ça le retrouverait dans un lit d'hôpital pour finir le travail. La voix de son défunt mari résonna dans sa mémoire. Parfois, le système protège les gens, mec. Parfois, il ne fait que peindre des cibles sur leur dos. Monica fit un choix qui la hanterait et la sauverait à parts égales. Elle n'appela pas le 911. Elle appela la ligne non-urgence de son propre hôpital, leur dit qu'elle amenait un inconnu et commença à traîner 200 livres d'hommes inconscients vers sa Honda Civic, amochée garée à 3 pâtés de maison. Cela prit 20 minutes. 20 minutes à grogner, à transpirer malgré le froid, à glisser sur la glace, sa blouse d'infirmière trempée de son sang et de sa sueur. 20 minutes où il aurait pu mourir.
où elle aurait pu être surprise par celui qui l'avait abandonnée là. Mais Monica Adams n'avait pas survécu 2 ans en tant que mère célibataire veuve en abandonnant quand les choses devenaient difficiles. Elle le fit monter à l'arrière à peine et conduisit comme une furie vers Chicago Memorial, une main sur le volant, l'autre se tendant en arrière pour maintenir la pression sur son abdomen. À chaque feu rouge, elle vérifiait son pouls. Toujours là, toujours combattant. C'est ça, murmura-t-elle. Continue de te battre. Quelqu'un t'attend à la maison. Je sais qu'ils le font. C'était ce qu'elle s'était dit chaque jour depuis l'enterrement de son mari. Quelqu'un a besoin de toi. Sophie a besoin de toi. Continue de te battre. Les portes de l'urgence s'ouvrirent avec un souffle d'air chaud et une odeur d'antiseptique. Les collègues de Monica se matérialisèrent avec un brancard, les yeux écarquillés devant le sang. Qu'est-ce que l'enfer? Monica l'a trouvé près des voies, multiples blessures par balle, choc hypovolémique. Nous avons besoin d'un groupe sanguin, 2 grosses UAV et quelqu'un doit appeler la chirurgie maintenant. Sa voix claqua avec autorité, le ton qui faisait sursauter les nouveaux résidents et pas de rapport de police. Pas encore. Le Dr. Reeves, l'interne, lui lança un regard mais n'argumenta pas. Monica avait gagné la confiance au cours d'une décennie de travail impeccable. Si elle disait pas de police, il lui donnerait quelques heures. Ils roulèrent l'étranger dans la salle de traumatologie aussi. Monica se frotta même si son cœur avait terminé 1 heure auparavant. Même si Sophie était avec Madame Chen à côté et s'inquiéterait. Pendant les 3 heures suivantes, elle aida à maintenir un homme en vie sans connaître son nom, son histoire, ou que le fait de le sauver venait de faire d'elle une cible. Quand il se stabilisa enfin, bandé, suturé, transfusé avec 4 unités de sang, Monica se tint à côté de son lit d'UCI et le regarda vraiment pour la première fois. Les contusions étaient catastrophiques. Du noir et du violet fleurissaient sur ses côtes. Des empreintes digitales ressortaient nettement sur sa gorge. Quelqu'un avait essayé très, très fort de le tuer. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Ses yeux restaient enfermés. Le ventilateur respirait pour lui dans un rythme mécanique régulier. Monica l'enregistra sous le nom de Michael Grant, le premier faux nom qui lui vint à l'esprit épuisé, et écrivit « Trouvé inconscient, identité inconnue » sur son dossier, cela lui achèterait peut-être 24 heures avant que l'administration ne commence à poser des questions plus difficiles. Puis elle rentra chez elle, récura son sang dessous ses ongles et se glissa dans son lit à côté de sa fille endormie, essayant de ne pas penser à la facilité avec laquelle Sophie aurait pu être celle qui perdait un parent cette nuit si les choses s'étaient passées différemment sur ses voies. Elle ne savait pas que 3 pâtés de maison plus loin, dans un SUV aux vitres teintées, un homme avec un accent russe examinait des séquences de caméras de circulation, zoomant sur la plaque d'immatriculation d'une Honda Civic abîmée. Elle ne savait pas que l'étranger dans le lit 7 de l'USC était Alexander Moore, un homme si craint dans le monde souterrain de Chicago que son nom seul faisait transpirer les hommes adultes. Elle ne savait pas que la miséricorde cette nuit avait signé son arrêt de mort. Mais elle le saurait assez tôt. Alexander se réveilla à la douleur et à l'odeur d'antiseptique. Sa première pensée cohérente, « Je suis vivant ». Sa seconde, « Quelqu'un va mourir pour ça ». Il essaya de s'asseoir. Une agonie explosa à travers son abdomen, le forçant à se reculer contre des oreillers qui sentaient le détergent industriel. Les machines bipèrent. Une intraveineuse tirait sa main. À travers ses yeux enflés, il distingua des murs couleur crème. Une télévision montée dans le coin. Une fenêtre montrant l'aube grise de Chicago. Un hôpital. Il était dans un hôpital. L'esprit d'Alexander catalogua les faits avec l'efficacité froide qu'il avait maintenue en vie pendant 41 ans. Il avait été pris de sa voiture à l'extérieur des quais. 5 hommes, des Russes, d'après leurs accents, l'équipage de Volkov, il l'avait travaillé professionnellement. Côte, reins, visage, puis les coups de feu.
Puis il l'avait laissé sur les voies pour saigner à mort ou geler, selon ce qui venait en premier. Il devrait être mort. Le fait qu'il ne l'était pas signifiait que quelqu'un était intervenu. La porte s'ouvrit. Une femme en blouse bleue marine entra. Cheveux foncés tirés en un chignon désordonné. Des ombres sous ses yeux qui parlaient d'un épuisement plus profond qu'une nuit de sommeil manqué. Elle portait une tablette et une tasse en styromousse de café qui sentait le brûler. Elle se figea quand elle vit ses yeux ouverts. « Vous êtes réveillé. » Sa voix était douce, presque tendre. Cela fit quelque chose d'inconfortable se tordre dans sa poitrine. « Je suis Monica. Je suis l'une des infirmières ici. Comment est votre douleur? »« 1 à 10, s'éclaircit la gorge. Alexander l'étudia à travers les étroites fentes que ses yeux enflés lui permettaient. Milieu de la trentaine peut-être. Jolie d'une manière fatiguée et pragmatique. Trace de bronzage d'alliance sur sa main gauche, mais pas d'anneau. Chaussures et bon marché, blouse de budget. Ce n'était pas une femme qui travaillait dans un hôpital parce qu'elle aimait le prestige. Où suis-je? Sa voix sortit rocailleuse, abîmée par les mains qui lui avaient écrasé le larynx. Chicago Memorial. Vous êtes ici depuis environ 16 heures. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Il se souvenait de chaque seconde, la sensation des bagues de Konstantin Voulov lui fendant l'os de la joue, le froid du canon du pistolet pressé contre sa tempe, le clic quand il s'est enrayé. Un miracle qui lui avait acheté peut-être 30 secondes de plus avant qu'il n'utilise celui qui fonctionnait. Non, mentit-il. Les yeux de Monica papillonnèrent avec quelque chose. De l'incrédulité peut-être, ou de la compréhension. Elle avait vu suffisamment de patients traumatisés pour savoir quand ils mentaient. « Vous avez eu 2 blessures par balle, dit-elle doucement. Perte de sang substantielle, blessure défensive, hypothermie. Quelqu'un a essayé de vous tuer. Avez-vous appelé la police? » Pas encore. Elle posa le café sur sa table de chevet, les mains fermes. « Je vous ai enregistré comme John Doe quand je vous ai amené. Je leur ai dit que je vous avais trouvé inconscient. Pas d'identité. Mais cela ne nous achète qu'environ, elle vérifia sa montre, 6 heures de plus avant que l'administration ne le signale. Quand je vous ai amené, Alexander resta très immobile. Vous m'avez trouvé près des anciennes voies de l'abattoir. Vous saignez abondamment. Elle le dit d'une manière factuelle, comme si elle tirait des hommes à moitié morts des voies de chemin de fer tous les mardis. Je vous ai stabilisé et vous ai conduit ici moi-même. Il la regarda. Dans son monde, les gens passaient sur les corps. Il ne les traînait pas en sécurité. Pourquoi? Le mot sortit plus durement qu'il ne l'avait voulu. Monica rencontra son regard directement. Aucune peur. C'était inhabituel. Parce que vous étiez en train de mourir et je suis infirmière. C'est le travail. Le travail est de travailler dans un hôpital. Pas il lutta pour se redresser de nouveau, sifflant à travers des dents serrées. Pas risquer votre vie pour des étrangers. Eh bien, elle s'approcha, ajustant ses oreillers avec une efficacité pratique. Je l'ai fait quand même. Essayez de ne pas déchirer vos poings en faisant le dur. Alexander sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Un morceau de lui-même incrusté de glace qu'il avait cru geler en permanence. Cette femme, cette étrangère, avait sauvé sa vie n'attendant rien en retour. En 41 ans, les seules personnes qu'il avait jamais protégées étaient des gens sur sa liste de paie. « Quel est votre nom? » demanda-t-il. Elle hésita. « Monica Adams, Monica. » Il le testa. « Douce, ordinaire, beau. Je vous dois ma vie. Vous ne me devez rien. » Elle recula, la distance professionnelle se réaffirmant. « Mais vous devez me dire si je dois appeler quelqu'un. Famille? Amis? » Alexander faillit rire. « Famille. » La seule famille qu'il avait eue était sa mère, morte depuis qu'il avait 8 ans. Les amis étaient des responsabilités dans son monde. Il avait des associés, des employés, des gens qui le servaient par peur ou par cupidité, ou les deux. « Non, dit-il. » L'expression de Monica s'adoucit avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, et il la détesta. Il n'avait pas besoin de pitié de la part de saints qui sauvaient des ordures comme lui. « D'accord, elle sortit son téléphone. Alors, je dois passer un appel.
J'ai une amie assistante sociale. Elle peut vous aider à entrer dans un programme de refuge une fois que vous serez sorti. Aider avec non. Le mot sortit brusque. Pas de refuge, pas d'assistants sociaux. Alors, où irez-vous? Demanda-t-elle, et l'inquiétude sincère dans sa voix le défie presque. Vous ne pouvez pas retourner là où vous viviez. Celui qui a fait ça pourrait. Je m'en occupe. Vous pouvez à peine vous asseoir. J'ai survécu à pire. C'était vrai, mais à peine. Le passage à tabac que les hommes de Volkov lui avaient infligé figurait parmi ses 3 pires, et il collectionnait les cicatrices depuis l'enfance. Monica croisa les bras. Écoutez, je ne sais pas dans quoi vous êtes impliqué, et honnêtement, je ne veux pas savoir, mais vous avez failli mourir. Vous avez besoin d'au moins 1 semaine de repos au lit, de soins des plaies, d'antibiotiques. Je vais bien. Vous serez mort, claqua-t-elle. Et c'était ça, l'acier sous la douceur. Vous déchirerez un poing, saignerez intérieurement, développerez une septicémie et mourrez. Est-ce que ce que vous voulez? J'ai traîné votre cul têtu de ces voix pour rien. Alexander cligna des yeux. Personne ne lui parlait comme ça. Personne n'osait. Il se retrouva à retenir un sourire. Que suggérez-vous? Demanda-t-il sincèrement curieux maintenant. Monica se mordit la lèvre, luttant clairement avec quelque chose. Finalement. Ma fille et moi vivons dans un appartement de 2 chambres à Southside. C'est petit et ce n'est pas grand-chose, mais elle expira. Vous pouvez rester sur notre canapé pendant 1 semaine, juste jusqu'à ce que vous soyez assez stable pour partir sans mourir. Chaque instinct d'Alexander lui criait danger. Accepter de l'aide signifiait une dette. Une dette signifiait un levier. Un levier faisait tuer les gens. Mais en regardant cette femme épuisée, féroce, incroyablement gentille qui s'était risquée pour un étranger, il se retrouva à hocher la tête. 1 semaine, il accepta. 1 semaine, confirma Monica. Et puis vous disparaissez et nous ne nous revoyons plus jamais. Marché conclu. Ni l'un ni l'autre n'y croyaient. Monica partit pour organiser ses papiers de sortie et Alexander tendit le bras vers le téléphone à côté de son lit, composant un numéro qu'il avait mémorisé 20 ans auparavant. Dominic, la voix de son second était tendue. Jésus-Christ, nous pensions je suis vivant. Rejoignez-moi et il jeta un coup d'œil à l'adresse sur les papiers de l'hôpital que Monica avait laissé. 415 South Ashland. Ushter, apportez des vêtements, personne d'autre. Les gens de Vulov sont 1 heure d'homme et découvrez comment ils savaient où je serais. Il raccrocha avant que Dominic ne puisse poser des questions. Puis, il se rallongea contre les oreillers, fixant le plafond, et essaya de comprendre pourquoi accepter l'aide d'un étranger semblait plus dangereux que d'affronter les Russes qui avaient essayé de le tuer. Dehors de sa chambre, Monica s'appuya contre le mur, téléphone pressé contre son oreille. « Madame Chin, bonjour, c'est Monica. Je suis tellement désolé, mais je dois demander une énorme faveur. » Sophie Adams n'était pas une enfant stupide. À 10 ans, elle avait déjà compris que sa mère pleurait sous la douche quand elle pensait que Sophie dormait, que la raison pour laquelle elle mangeait des pâtes 4 soirs par semaine n'était pas parce que maman aimait les glucides, que la photo fanée de papa dans son uniforme de police restait face cachée dans le tiroir, parce que la regarder faisait trop mal. Elle avait aussi compris que l'homme actuellement endormi sur leur canapé était dangereux. « Maman, » murmura Sophie, jetant un coup d'œil au coin du couloir à l'étranger étalé sur leur canapé d'occasion affaissé. « Pourquoi a-t-il un pistolet? » La tête de Monica se releva d'où elle préparait le café dans leur cuisine exiguë. « Quoi? » Sous le coussin du canapé. « Je l'ai vu quand j'ai pris mon livre de bibliothèque. » Sophie garda sa voix basse, comme papa lui avait appris quand il jouait à des missions d'espionnage avant le coucher. Le truc avec la poignée noire. C'est un pistolet, n'est-ce pas? La main de Monica se figea sur la cafetière. Son visage fit quelque chose de compliqué. Peur et résignation et acceptation fatiguée tout à la fois. Va dans ta chambre, bébé. Mais maintenant, Sophie, s'il te plaît. Sophie y alla. Mais elle laissa sa porte entr'ouverte d'1 pouce,
juste assez pour entendre. Elle entendit les pas de sa mère, entendit le doux froissement des coussins du canapé qui étaient déplacés, puis un silence qui s'étira si longtemps que la poitrine de Sophie lui fit mal de retenir son souffle. Finalement, la voix de sa mère. « Qui êtes-vous? » Vraiment. La réponse de l'homme fut rude. Le sommeil s'étira. Quelqu'un qui aurait dû partir hier. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que je puisse vous donner. Plus de silence. Puis sa mère, plus silencieuse maintenant. Allez-vous nous faire du mal? Non. Le mot vint vite, dur avec certitude. Jamais. Alors pourquoi avez-vous besoin d'un pistolet chez moi? Sophie entendit le canapé grincer alors que l'homme s'asseyait. Quand il parla à nouveau, ça s'éclaircit la gorge, voix était différente, plus douce, presque tendre. Parce que les gens qui ont essayé de me tuer cherchent toujours. Et s'ils me trouvent ici, il s'interrompit. Je partirai tout de suite, j'aurais déjà dû partir. Vous pouvez à peine marcher jusqu'à la salle de bain. J'ai fonctionné sur pire. Ce n'est pas la voix de sa mère se brisa légèrement, puis plus forte. Ce n'est pas le propos. Le propos est que ma fille vit ici. Si vous avez apporté le danger à notre porte, je ne le voulais pas. Et mon Dieu, il avait l'air vraiment désolé. Je pensais avoir plus de temps avant qu'il ne me traque, mais il y avait une voiture dehors ce matin. SUV noir, plaque russe. La peur qui transperça Sophie fut immédiate et vive. Après la mort de papa, russe était devenu un mot qui signifiait dangereux dans leur maison. Le partenaire de papa leur avait dit aux funérailles que l'homme qui l'avait abattu avait des liens avec la mafia russe. Elle entendit l'inspiration brusque de sa mère. « Vous devez partir », Monica dit tout de suite. « Je me fiche si vous. Je peux vous protéger. Je n'ai pas besoin de protection d'un criminel. Vous en avez maintenant. » Sa voix devint dure. « Ils vous ont vu cette nuit-là sur les voies. Ils avaient des caméras. Ils savent que vous m'avez tiré. Ils savent que vous m'avez amené ici. » L'estomac de Sophie se serra. « Non. » La voix de sa mère n'était qu'un murmure. « Non, ce n'est pas. Je n'ai pas. Vous m'avez sauvé la vie. Dans leur monde, cela fait de vous mon allié, ce qui fait de vous leur ennemi. » L'homme bougea. Sophie entendit son sifflement aigu de douleur. « J'ai un endroit sécurisé en dehors de la ville. Vous et votre fille venez avec moi jusqu'à ce que je neutralise la menace. » Absolument pas. Ce n'est pas une demande. Vous n'avez pas le droit, Madame Adams. La façon dont il le dit la figea. Je suis très bon dans ce que je fais, et ce que je fais, c'est survivre. Ces hommes, ils ne font pas de menaces, ils ne négocient pas. Ils ont vu votre visage, ils ont votre adresse. Et ils viendront, le plus long silence encore. Sophie pressa son visage contre l'entrebâillement de la porte, regardant l'ombre de sa mère sur le mur du couloir. Elle tremblait. « Combien de temps ?» demanda Monica finalement. « Une semaine, peut-être 2. Juste jusqu'à ce que je m'en occupe. » S'en occuper comment? Vous ne voulez pas savoir. Si je vous confie la vie de ma fille, je veux absolument savoir. Cet homme resta silencieux un long moment. Puis je vais leur faire comprendre que vous touchez où votre enfant signifie la guerre. Une vraie guerre. Le genre qui coûte des millions et anéantit des lignées. Je vais vous rendre trop cher à tuer. Cela aurait dû sembler fou. Au lieu de cela, cela semblait calme, factuel, comme s'il décrivait des courses, pas n'importe quelle négociation horrible qui se passait dans son monde. « Et si cela ne fonctionne pas? » demanda sa mère. « Alors j'éliminerai la menace définitivement. » Sophie entendit le souffle de sa mère s'accrocher. « Vous voulez dire que vous allez les tuer? » s'éclaircit la gorge. « Oui, Jésus-Christ, je ne m'excuserai pas de vous garder en vie. » Sa voix s'adoucit légèrement, mais je ne le ferai pas ici. Pas chez vous. Pas là où votre fille dort. L'ombre sur le mur bougea. Sa mère faisait les 100 pas. « Une semaine. » Monica dit finalement. « Une semaine à votre emplacement sécurisé, et puis vous réglez ça, et puis nous ne vous revoyons plus jamais. » D'accord. Et pas de violence devant Sophie, jamais. D'accord. Et vous me dites la vérité sur qui vous êtes, ce que vous faites, tout. Pause.
D'accord. Sophie entendit des pas, puis la voix de sa mère à la porte de sa chambre. Sophie, bébé, viens ici, s'il te plaît. Elle ouvrit la porte lentement, faisant ses yeux grands et innocents, même si elle avait tout entendu. Sa mère s'agenouilla, les mains sur les épaules de Sophie. Ses yeux étaient rouges. Nous allons faire un petit voyage, dit Monica, la voix ferme malgré tout. Juste pour quelques jours. Monsieur, quel est votre nom? Moore. Alexander Moore. Monsieur Moore va nous laisser rester chez lui pendant qu'il s'occupe de quelques affaires. Ce sera sûr là-bas, plus sûr qu'ici. Sophie regarda au-delà de sa mère l'homme sur le canapé. Il les regardait avec des yeux sombres qui semblaient trop vieux pour son visage. Des contusions le couvraient la moitié, s'éclaircit la gorge, mais quand il rencontra le regard de Sophie, il ne détourna pas les yeux. N'essaya pas de sourire ou de plaire. Il hocha juste la tête une fois, lentement et sérieusement, comme si elle était une adulte qui méritait le respect. « D'accord, dit Sophie, mais j'apporte Monsieur Bouton. » L'homme Alexander cligna des yeux. « Qui? » »« Mon lapin en peluche, il a de l'anxiété. » Quelque chose papillonna sur le visage d'Alexander, presque comme un sourire. « Alors, Monsieur Bouton vient définitivement. » Monica serra les épaules de Sophie. « Va faire tes valises, ma chérie. 1 semaine de vêtements. » Sophie alla dans sa chambre, mais laissa la porte ouverte, tirant son sac à dos du placard. Alors qu'elle fourrait des jeans et sa chemise Wonder Woman préférée, elle entendit la voix de sa mère, basse et féroce. « Si quelque chose lui arrive, cela n'arrivera pas. Si cela arrive, alors je mourrai avant qu'elle ne soit blessée. Vous avez ma parole. » Sa mère ne répondit pas, mais après 1 minute, Sophie entendit « Je vous fais confiance. Ne me faites pas le regretter, je ne le ferai pas. » 1 heure plus tard, elles étaient dans un SUV noir aux vitres teintées conduit par un homme qu'Alexander appelait Dom, qui avait des cicatrices sur les jointures et ne parlait pas. Sophie était assise à l'arrière entre sa mère et Alexander, serrant M. Bouton très fort. Alors que les rues de Chicago se transformaient en banlieue, puis en autoroute vide bordée d'arbres lourds de neige, Sophie regarda le reflet d'Alexander dans la fenêtre. Il gardait les yeux sur la route derrière eux, une main posée près de sa hanche où elle savait que le pistolet était. « Monsieur Moore, demanda-t-elle doucement. « Alex va bien. Alex, avez-vous tué des gens? Est-ce pour ça que ces hommes vous ont blessé? » Sa mère aspira une respiration. « Sophie, c'est bon. » La voix d'Alexander était étonnamment douce. Et la réponse est oui. J'ai tué des gens. De mauvaises personnes, mais toujours des gens. Le méritaient-ils? Il y réfléchit. Je le pensais à l'époque. Le pensez-vous maintenant? Ses yeux sombres rencontrèrent les siens dans le reflet de la fenêtre. Je ne suis plus sûr d'être qualifié pour juger. Ce fut la chose la plus honnête qu'un adulte lui ait dite en 2 ans. D'accord, dit Sophie, je voulais juste savoir. La main de Monica trouva la sienne et serra fort. Alors que le SUV franchissait de massives portes en fer dans une propriété entourée de murs et de gardes, Sophie réalisa que sa vie venait de devenir quelque chose sorti des films qu'elle n'était pas autorisée à regarder. Et bizarrement, elle n'avait plus peur. Le domaine ressemblait à quelque chose d'une émission de télévision sur les gens riches. Sophie pressa son visage contre la vitre du SUV, fixant le manoir s'élevant des terres couvertes de neige, comme une forteresse de pierre et de verre. Il avait de vraies tours, de vrais lions de pierre flanquant les marches, des fenêtres qui brillaient d'un or chaud au crépuscule. « Nom d'un chien », expira-t-elle. « Langage », dit sa mère automatiquement, mais sa voix était faible. Elle regardait aussi. Alexander se déplaça à côté d'elle, grimaçant. « C'est sécurisé. Murs de 12 pieds, couverture de caméra, garde armée tournant toutes les 6 heures. Personne n'entre sans autorisation. »« C'est un château, dit Sophie. »« C'est excessif, murmura Monica. »« C'est chez moi. » Alexander le dit doucement, presque avec des excuses, comme s'il était embarrassé, ce qui était étrange pour quelqu'un qui vivait dans un vrai château.
Dom gara le SUV dans une allée circulaire et vint ouvrir leur porte. Monica aida Alexander à y sortir. Il bougeait toujours avec précaution, une main pressée sur ses côtes bandées, et Sophie attrapa leur sac, déterminée à être utile. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne l'atteigne. Une femme d'une 60aine d'années émergea, cheveux gris tirés en un chignon soigné, portant un pantalon et un cardigan qui criait « Énergie de grand-mère ». Alexander James Moore. Sa voix était assez perçante pour couper du verre. « Tu as l'air d'un enfer. Toi aussi tu m'as manqué, Marie. » Mais il y avait une chaleur dans sa voix que Sophie n'avait jamais entendue auparavant. La femme, Marie, tourna son regard perçant vers Monica et Sophie. Son expression s'adoucit immédiatement. « Et vous devez être l'ange qui a sauvé la vie de ce stupide entêté. » Elle tendit une main à Monica. « Marie Castiano, je gère cette maison, ce qui signifie que je le gère qu'il l'admette ou non. » Monica lui serra la main, l'air toujours sous le choc. « Monica Adams. Et voici ma fille, Sophie. » Les yeux de Marie se posèrent sur Sophie et quelque chose sur son visage devint incroyablement doux. « Bonjour, ma chérie. As-tu faim? J'ai fait une minestrone et il y a du pain frais. » L'estomac de Sophie gargouilla audiblement. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un leur avait offert quelque chose de fait maison. « Oui, s'il vous plaît, dit-elle poliment, comme papa lui avait appris. »« Bonne fille. » Marie les fit entrer, lançant des instructions par-dessus son épaule. « Dom, emmène leur sac à l'aile est, suite d'invités à côté de la bibliothèque. Alexander, tu dois t'allonger avant de tomber, et quelqu'un a appelé le Dr. Patterson. Ces bandages ont besoin d'être changés. » Alexander ouvrit la bouche pour argumenter. Marie pointa un doigt vers lui. « Non. » Il ferma la bouche. Sophie essaya de ne pas rire. L'intérieur du manoir était encore plus écrasant que l'extérieur. Des sols en marbre, un lustre qui coûtait probablement plus que leur immeuble entier. Des œuvres d'art sur les murs qui semblaient fantaisistes, comme dans un musée, mais c'était aussi chaleureux. Un feu crépitait dans une cheminée assez grande pour que Sophie puisse s'y tenir. L'air sentait le pain, la soupe et la fumée de bois. De vrais sapins de Noël se tenaient dans les coins décorés de lumière blanche. Cela se sentait habité, aimé. Marie les conduisit à travers des couloirs qui semblaient s'étirer à l'infini, s'arrêtant finalement à une porte qui s'ouvrait sur une suite plus grande que la chambre entière de Sophie à la maison. 2 chambres, salle de bain partagée, coin-salon, expliqua Marie, serviettes fraîches dans le placard à linge. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, décrochez simplement ce téléphone. Elle désigna un vrai téléphone fixe sur le bureau. Et composez le 0. Quelqu'un viendra. Monica se tenait au centre de la pièce, l'air perdu. C'est trop. Nous ne pouvons pas. Vous le pouvez et vous le ferez. La voix de Marie s'adoucit. Alexander vous doit sa vie, Madame Adams. Vous laissez dormir dans un lit confortable est le strict minimum qu'il puisse faire. Maintenant, venez. Le dîner refroidit. Le dîner fut servi dans une salle à manger avec une table qui pouvait accueillir 20 personnes, mais était dressée pour 4. Sophie, sa mère, Alexander et Marie. L'intimité de cela semblait étrange dans un espace si vaste. Sophie essaya de ne pas fixer alors qu'elle mangeait la meilleure soupe qu'elle ait jamais goûtée. Sa mère continuait de jeter des regards à Alexander comme s'il était une bombe qui pourrait exploser. Alexander déplaça la nourriture dans son assiette, manifestement trop de douleur pour manger beaucoup. Alors Marie rompit le silence. « Combien de temps accueillons-nous? »« 1 semaine, dit Monica fermement. « Peut-être 2. Puis nous rentrons à la maison, et la situation russe. » La mâchoire d'Alexander se serra. « Gérer. » Par gérer, vous voulez dire, je veux dire gérer, Marie? Sa voix devint froide d'une manière qui fit tressaillir la mère de Sophie. Marie leva juste un sourcil. N'utilise pas ce ton avec moi, mon garçon. J'ai changé tes couches. Sophie s'étouffa avec son eau. Le visage d'Alexander fit quelque chose entre la mortification et l'agacement. Marie, c'était un bébé difficile, dit Marie à Sophie confidentiellement. Il pleurait constamment.
La seule personne qui pouvait le calmer était sa mère. Et juste comme ça, la température dans la pièce chuta. Les phalanges d'Alexander blanchirent autour de sa fourchette. Il fixa son assiette, la mâchoire travaillant comme s'il retenait physiquement des mots. L'expression de Marie papillonna de regret. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. C'est bon. » Mais sa voix était de glace pure. « Excusez-moi. J'ai besoin de passer quelques appels. » Il se leva, bougeant avec le contrôle prudent de quelqu'un en grave douleur, et quitta la salle à manger sans se retourner. Monica commença à se lever. « Dois-je le laisser tranquille? » dit Marie doucement. « Certaines blessures n'apparaissent pas au rayon X. » Sophie le regarda partir, pensant à la façon dont tout son corps s'était raidi à la mention de sa mère. La façon dont il avait regardé, presque effrayé. « Qu'est-il arrivé à sa mère? » demanda-t-elle. Marie resta silencieuse un long moment, puis elle est morte quand il était très jeune. C'est son histoire à raconter, pas la mienne. Plus tard, après que Sophie eut été blottie dans le lit le plus doux qu'elle ait jamais ressenti, elle ne pouvait pas dormir. La chambre était trop silencieuse, trop grande. À la maison, elle pouvait entendre la télévision de Madame Chen à travers le mur, sa mère se déplaçant dans la pièce d'à côté. Ici, il n'y avait que le silence. Sophie sortit du lit, marchant à pas feutrés à travers la suite pieds nus. La porte du salon était ouverte et à travers elle, elle pouvait voir la lumière du couloir. Elle la suivit. Le manoir la nuit était différent. Les ombres s'étiraient longuement sur les sols en marbre. Les sapins de Noël brillaient mais se sentaient seuls d'une certaine manière, comme s'ils attendaient des gens qui ne venaient jamais. Sophie se retrouva devant une porte légèrement entr'ouverte. La lumière s'échappait de la fente et elle pouvait entendre la voix basse et tendue d'Alexander. « Je me fiche de ce que ça coûte, Dominique. Je veux que chaque propriété que Volkov possède à Chicago soit cartographiée. Chaque entreprise, chaque connexion, chaque personne avec qui il a partagé un verre. Silence. Non. Pas de réunion, pas de négociation. » Sa voix devint plus froide. « Il a touché quelque chose qui appartient sous ma protection. Ce n'est pas une conversation. C'est une déclaration de guerre. Plus de silence. Parce que si je laisse passer ça, chaque mafioso de pacotille à Chicago pensera que je suis faible. Et les hommes faibles ne gardent pas leurs empires. » Sophie aurait dû partir, aurait dû retourner se coucher, mais quelque chose dans sa voix la fit pousser la porte plus grandement. Alexander était debout près de la fenêtre, téléphone pressé contre son oreille, regardant les terrains couverts de neige. Il avait enlevé sa chemise pour changer les bandages, et Sophie pouvait voir l'étendue de ses blessures. Des ecchymoses qui couvraient tout son torse, des bandages enroulés autour de ses côtes et de son épaule, un patchwork de vieilles cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle était trop jeune pour lire. Il ressemblait à un soldat, ou peut-être à un gladiateur. Il avait aussi l'air épuisé. « Gère ça », dit-il au téléphone et raccrocha. Puis il aperçut son reflet dans la fenêtre. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-il sans se retourner. « Trop silencieux », admit Sophie. Elle entra dans ce qui semblait être son bureau. Bois foncé, chaise en cuir, un bureau couvert de papier et d'ordinateurs portables. Alexander se retourna, attrapant un t-shirt de la chaise et l'enfila avec une grimace. « Assez juste. Je détestais le silence à votre âge aussi. C'est pour ça que vous avez tous les gardes, pour qu'il n'y ait pas de silence. » Il sourit presque. Enfant intelligent. Il désigna la chaise en cuir près de la cheminée. « Voulez-vous du chocolat chaud? » Marie le fait de A à Z. Sophie hocha la tête et s'installa dans la chaise qui était bien trop grande pour elle. Alexander appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. « Marie, pourriez-vous? »« Oui. Je sais qu'il est tard. Non, je ne travaille pas. Il y a un enfant qui ne peut pas dormir. »« Oui, ça marche. Merci. » Il raccrocha et s'abaissa dans la chaise opposée avec un effort visible. Ils restèrent en silence pendant 1 minute. Puis Sophie posa la question qui la tracassait depuis le dîner. « Pourquoi ne voulez-vous pas parler de votre mère? » Alexander resta très immobile. « C'est une réponse compliquée. J'ai 10 ans. Je peux gérer le compliqué. »
Ses yeux sombres l'étudièrent. Votre père était policier. Ce n'était pas une question. Sophie hocha la tête de toute façon. Comment est-il mort? Par balle. Les mots faisaient encore mal même 2 ans plus tard. Lors d'un contrôle routier, l'homme avait un pistolet sous son siège. Je suis désolé. Tout le monde dit ça. Sophie ramena ses genoux à sa poitrine, mais ça ne le ramène pas. Non, ça ne le fait pas. Alexander resta silencieux un instant. Ma mère a été tuée aussi. J'avais 8 ans. Le souffle de Sophie se coupa. Comment? Mon père. Il le dit simplement, d'une manière factuelle, comme s'il parlait du temp. Il était encore ivre. Elle a essayé de partir. Il ne l'a pas laissé. Est-il allé en prison? Non. Il est mort aussi. La voix d'Alexander était vide. Je m'en suis assuré. Sophie aurait dû avoir peur, aurait dû courir chercher sa mère, mais tout ce qu'elle ressentit fut une étrange et triste compréhension. Vous manque-t-elle? Chaque jour, sa voix se brisa légèrement, chaque jour pendant 33 ans. Marie arriva avec du chocolat chaud sur un plateau en argent, jeta un coup d'œil à tous les deux et partit discrètement. Sophie sirota sa boisson, pensant « Alors, c'est pour ça que vous aidez les gens? Les enfants et les mères, je veux dire. Parce que vous ne pouviez pas l'aider, elle. » Les mains d'Alexander se serrèrent autour de sa tasse. Longtemps, il ne répondit pas. Finalement, « Oui, c'est exactement pourquoi. » C'est bien. Sophie dit, « Papa disait que les pires choses qui nous arrivaient pouvaient nous transformer en les meilleures personnes si nous le choisissions. Votre père était un homme sage. » Oui. Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux. Il l'était. Ils restèrent assis ensemble dans le calme, qui ne semblait plus calme. Pas vraiment. Et burn du chocolat chaud pendant que la neige tombait dehors par les fenêtres. Et pour la première fois depuis la mort de son père, Sophie sentit que quelqu'un comprenait réellement ce que l'espace vide dans sa poitrine ressentait. Monica les trouva endormis dans le bureau d'Alexander à 3 heures du matin. Sophie était recroquevillée dans la chaise en cuir surdimensionnée, à moitié enfouie sous une couverture en cachemire qui coûtait probablement plus que leur loyer mensuel. Le visage de sa fille était paisible, détendu d'une manière que Monica n'avait pas vue depuis des mois. Alexander était dans la chaise opposée, la tête penchée en arrière, une main tenant encore lâchement une tasse vide de ce qui sentait le chocolat chaud. Même inconscient, la douleur sillonnait son visage. Monica aurait dû les réveiller, renvoyer Sophie au lit, maintenir les limites qu'elle essayait désespérément de garder depuis leur arrivée dans cet endroit impossible. Au lieu de cela, elle se retrouva à étudier l'homme qui avait bouleversé leur vie. Dans son sommeil, il avait l'air plus jeune, moins dangereux. Les lignes dures autour de sa bouche s'adoucirent. Elle pouvait voir le garçon qu'il avait dû être avant que l'obscurité qu'il avait façonnée ne prenne le dessus. Marie apparut à côté d'elle, silencieuse comme un fantôme malgré son âge. « Il ne dort pas beaucoup, » murmura la femme âgée. « Cauchemars nocturnes. Il les a depuis qu'il est enfant. »« Depuis combien de temps travaillez-vous pour lui? » demanda Monica doucement. « 32 ans, depuis le jour où sa mère est morte et qu'il est apparu à ma porte, 8 ans, et couvert de son sang. » La voix de Marie était factuelle, mais ses yeux contenaient une vieille douleur. Il avait marché 6 miles de la maison de son père. N'a pas pleuré, n'a pas parlé, s'est juste tenu là et a demandé s'il pouvait entrer. Le souffle de Monica se coupa. « Qu'avez-vous fait? Ce que toute personne décente ferait. Je l'ai accueilli, nettoyé, appelé les autorités. » La bouche de Marie se serra. Non pas que ça ait aidé. Ils l'ont renvoyé chez son père pour 6 mois de plus avant que le salaud ne se saoule à mort. Jésus. Après ça, je suis devenue sa tutrice légale. Je l'ai élevé du mieux que j'ai pu. Marie regarda Alexander avec une affection indéniable. Il n'est pas parfait. Le Seigneur sait qu'il a fait des choses que je ne peux pas pardonner. Mais ce n'est pas le monstre que les gens pensent qu'il est. Il tue des gens, dit Monica platement.
Oui, surtout de mauvaises personnes. Marie se tourna vers elle. Est-ce que ça rend ça juste? Non. Mais dans son monde, Madame Adams, vous devenez soit le prédateur, soit vous mourrez en proie. Et ce garçon, elle désigna l'homme endormi, a choisi de survivre. Monica voulut argumenter, voulut faire remarquer que la survie ne justifiait pas la violence, que les bonnes intentions n'effaçaient pas le sang sur les mains. Mais elle avait trop vu aux urgences pour croire que le monde était si simple. Je devrais coucher Sophie, dit-elle à la place. Laisse-la dormir. Elle est en sécurité ici. Marie commença à partir, puis fit une pause. Il est bon avec les enfants. Il l'a toujours été. Il n'en a jamais eu. Il dit que sa vie est trop dangereuse. Mais en le regardant avec votre fille, elle sourit doucement. Peut-être qu'il se trompe là-dessus. Après le départ de Marie, Monica resta un long moment dans l'embrasure de la porte. Puis elle fit quelque chose de probablement stupide. Elle s'assit sur le canapé en face d'eux, tira une des couvertures sur elle et laissa son corps épuisé enfin se reposer. Elle se réveilla à la faible lumière du soleil d'hiver filtrant à travers les fenêtres et au rire ravi de Sophie. « Ton tour, Alex, tu dois répondre. »« C'est une question terrible, » protesta la voix d'Alexander. Mais il y avait de la chaleur dedans. « Ce sont les règles, action ou vérité. Si tu pouvais avoir n'importe quel super-pouvoir, lequel ce serait? » Monica ouvrit les yeux pour trouver Sophie assise en tailleur sur le sol, Monsieur Bouton sur ses genoux, regardant Alexander avec une attention enveloppante. Il était toujours sur sa chaise, l'air d'avoir à peine bougé, une tasse de café à la main. « L'invisibilité, répondit-il. Pour que je puisse me déplacer dans le monde sans que personne ne me voie. »« C'est triste, dit Sophie brutalement. Alexander cligna des yeux. « Quoi? C'est un triste pouvoir à vouloir, comme si tu voulais disparaître. » Monica le vit se raidir, vit les murs se refermer, mais Sophie n'avait pas fini. « Si j'avais un super pouvoir, je voudrais voler. Pour que je puisse aller n'importe où et tout voir et que personne ne puisse m'enfermer. » La métaphore resta en suspens dans l'air. L'expression d'Alexander fit quelque chose de compliqué. « C'est un bon pouvoir, dit-il doucement. Oui. » Sophie serra M. Bouton plus fort. Papa disait que je pouvais tout faire si j'étais assez courageuse. Alors, je vais être courageuse. Alexander la regarda un long moment. Puis, votre père avait raison. Je sais. Sophie se leva, brossant son pyjama. J'ai faim. Marie a dit qu'elle ferait des crêpes si je demandais gentiment. Elle sortit en sautillant du bureau, laissant Monica et Alexander seuls. Désolé, dit Monica, s'asseyant et essayant de lisser ses cheveux. Je n'ai pas voulu m'endormir. C'est bon. Vous étiez épuisé. Il posa son café. C'est une bonne enfant. Oui, elle l'est. Monica l'étudia. De quoi avez-vous parlé tous les deux hier soir? Perte, survie, chocolat chaud. Il rencontra ses yeux. Elle a demandé pour ma mère. Que lui avez-vous dit? La vérité. Que mon père l'a tué. Que j'ai passé toute ma vie à essayer de compenser de ne pas avoir pu la sauver. La poitrine de Monica se serra. Vous aviez 8 ans, je sais. Ça ne change pas ce que l'on ressent. Ils restèrent dans un silence pesant. Puis Monica posa la question qui la brûlait à l'esprit depuis leur arrivée. Cet endroit, les gardes, les murs, l'argent. Comment passe-t-on d'une mère assassinée et d'un père mort à cela? Le rire d'Alexander fut amer. Vous voulez la version édulcorée ou la vérité? La vérité. J'ai commencé à voler pour manger. Je suis devenu bon à ça. Je me suis jointe à une équipe quand j'avais 14 ans. J'ai gravi les échelons. J'ai fait des connexions. J'ai appris à qui faire confiance et qui éliminer. Il le dit sans émotion. À 25 ans, j'avais bâti ma propre organisation. À 30 ans, je contrôlais la moitié du monde souterrain de Chicago. Et maintenant, il gesticula vaguement. Me voici et la violence fait partie du travail. Je n'apprécie pas ça, mais je ne m'en excuse pas non plus. Ses yeux sombres étaient fermes. Dans mon monde, montrer de la faiblesse vous fait tuer. Être gentil vous fait tuer.
La seule chose qui vous maintient en vie est d'être plus effrayant que tout le monde. Ce n'est pas une façon de vivre. Peut-être pas, mais ça m'a maintenu en vie pendant 41 ans. Monica voulut argumenter, mais avant qu'elle ne puisse, son téléphone vibra. Numéro inconnu, elle répondit avec lassitude. « Bonjour », silence, puis une voix avec un fort accent russe. « Madame Adams, vous avez quelque chose qui nous appartient. » Son sang devint glacé. « Qui est-ce? Vous savez qui? Et vous savez ce que nous voulons. » La voix était agréable, conversationnelle. « Donnez-le-nous, et vous et votre fille rentrez chez vous en sécurité. » Refusé. Il laissa l'implication en suspens. « Je ne le fais pas. Vous avez 24 heures. Nous vous contacterons pour l'emplacement. » La ligne se coupa. La main de Monica trembla alors qu'elle baissait le téléphone. Alexander était déjà debout, la douleur oubliée. « Qu'ont-ils dit? » lui dit-elle. Son visage passa de l'inquiétude à absolument meurtrier. « Faites vos valises, dit-il, la voix tendue par une rage contenue. Vous ne restez plus dans l'aile des invités. Vous déménagez à l'étage sécurisé, et Sophie ne quitte pas le domaine sans escorte armée. Vous avez dit que nous serions en sécurité ici. Vous êtes en sécurité, mais en sécurité ne signifie pas intouchable. » Il sortit son propre téléphone. « Dominic, nous avons une intrusion. Je veux que chaque ligne de communication soit balayée, chaque garde révérifiée, et je veux savoir comment diable les Russes ont eu le numéro de Madame Adams. » Il raccrocha et se tourna vers Monica. Ses yeux étaient des promesses sombres de violence. « Je dois vous demander quelque chose, et vous devez répondre honnêtement. »« D'accord. Quand ce sera fini, quand j'aurai traité avec Vilov et ses gens, voulez-vous qu'ils soient morts ou disparus? » L'estomac de Monica se serra. « Quoi? Mort signifie que je les tue. Disparu signifie que j'arrange pour qu'ils quittent le pays et ne reviennent jamais. Les deux atteignent le même objectif, mais l'un d'eux vous donne la supériorité morale sur laquelle vous tenir plus tard. » C'était la question la plus pragmatique et la plus horrible qu'on lui ait jamais posée. « Je ne vous demande pas de tuer qui que ce soit pour moi, dit-elle. Je ne demande pas la permission. Je demande la préférence parce que de toute façon, ils ont fini de vous menacer. » Monica fixa cet homme, s'éclaircit de la gorge, cet homme dangereux, blessé qui se souciait étrangement que sa conscience soit claire. « Disparu, dit-elle finalement, si c'est réellement possible. » « C'est possible. Cher, mais possible alors ça. » Alexander hocha la tête. « D'accord. Disparu. C'est ça. » Il se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Monica. Oui, merci de m'avoir retiré de ces voies, de m'avoir accueilli chez vous, de il lutta pour trouver ces mots, de voir au-delà de ce que je suis vers ce que j'essaie d'être. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Sophie fit irruption, du sirop sur le visage et une joie pure dans les yeux. « Maman, il y a une bibliothèque avec une vraie échelle roulante. Est-ce que je peux aller explorer? » L'attitude d'Alexander passa instantanément de tueur à gardien en un battement de cœur. « Je t'y emmène, dit-il. Ta maman a besoin de passer quelques appels. » Alors qu'ils partaient ensemble, l'infirmière épuisée, le chef de la mafia et la fille de 10 ans qui leur faisait confiance à tous les deux, Monica réalisa quelque chose de terrifiant. Elle commençait à se sentir en sécurité ici, et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. La bibliothèque devint le sanctuaire de Sophie. 3 étages de livres, des fenêtres du sol au plafond donnant sur des jardins saupoudrés de neige, des fauteuils en cuir qui engloutissaient sa petite silhouette. Et cette magnifique échelle roulante, dit Mary, était d'origine du domaine des années 1920. Sophie y passait des heures, parfois à lire, parfois juste à exister dans le calme. Et de plus en plus, Alexander la rejoignait. Il arrivait avec des papiers et un ordinateur portable, s'installant dans le fauteuil près de la cheminée, pendant qu'elle colonisait le siège près de la fenêtre avec M. Bouton et le livre qui avait attiré son attention ce jour-là. Ils ne parlaient pas toujours, mais le silence semblait complice. « Salut, Alex. » Il leva les yeux de son ordinateur portable. 4 jours après leur arrivée, les ecchymoses sur son visage étaient passées du noir au jaune verdâtre.
Il bougeait plus facilement maintenant, même si Monica le surprenait encore à grimacer quand il pensait que personne ne regardait. « Oui, pourquoi n'avez-vous pas d'enfant? » Direct, brutal, très Sophie. Alexander ferma lentement son ordinateur portable. « C'est une question compliquée. Vous dites ça souvent parce que la vie est compliquée. » Sophie roula des yeux. Les adultes utilisent « c'est compliqué » quand ils ne veulent pas donner de vraies réponses. Il sourit malgré lui. Juste. D'accord, vraie réponse. Mon monde est dangereux. Y amener un enfant serait égoïste. Mais vous nous protégez, maman et moi, en ce moment. C'est différent. Vous êtes temporaire. Vous rentrerez chez vous quand ce sera fini. Et si nous ne voulions pas? La question tomba comme une bombe. Alexander resta très immobile. Sophie, je dis juste hypothétiquement, mais sa voix était petite, pleine d'espoir. Maman est plus heureuse ici. Elle ne pleure plus sous la douche. Et je ne me réveille pas en ayant peur que quelqu'un nous fasse du mal. Tu te réveilles effrayée à la maison. Sophie haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. Parfois, notre quartier n'est pas génial. Il y a beaucoup de cris, des sirènes. Une fois, quelqu'un a essayé de s'introduire dans l'appartement de Madame Chen. La mâchoire d'Alexander se serra. « Ta mère le sait? » Je ne lui dis pas que genre de choses. Elle est déjà stressée. Il l'étudia un long moment. « Tu as 10 ans. Tu ne devrais pas avoir à protéger les sentiments de ta mère. » Oui, eh bien. Sophie tripota l'oreille de M. Bouton. Elle ne devrait pas avoir à travailler 2 emplois non plus. Mais nous voilà. Alexander se leva, se déplaça vers le siège près de la fenêtre. Il s'assit avec précaution, laissant un espace entre eux. « Puis-je vous dire quelque chose? » demanda-t-il. Sophie hocha la tête. « J'ai passé toute mon enfance à sentir que je devais être l'adulte, que je devais protéger ma mère, que je devais cacher à quel point j'avais peur. Et ça, » il fit une pause, choisissant ses mots. « Ça m'a volé quelque chose. Ça m'a fait grandir trop vite. Est-ce que ça a marché de la protéger? » Non. Sa voix devint rauque. Elle est morte quand même. Et j'ai passé 33 ans à me demander si j'avais été plus fort, plus intelligent, plus courageux. Peut-être que j'aurais pu la sauver. Sophie était silencieuse. Alors c'est stupide. Alexander cligna des yeux. Pardon? Vous aviez 8 ans. Vous ne pouvez pas vous battre contre des adultes quand vous avez 8 ans. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle se tourna pour lui faire face pleinement. Ce n'est pas de votre faute si elle est morte, c'est celle de votre père. Je sais ça logiquement, mais votre cœur ne le croit pas. Non, il la regarda, vraiment regardé. Comment êtes-vous si intelligente? Thérapie. Sophie le dit d'une manière factuelle. Maman m'a fait y aller après la mort de papa. Le docteur William dit, nos cerveaux savent des choses que nos cœurs ne croient pas encore. Et c'est bon. Nous devons juste continuer à travailler dessus. L'expression d'Alexander fit quelque chose de compliqué. Admiration et douleur et quelque chose de presque de la jalousie. Votre mère a fait de bons choix pour vous. Oui, elle est plutôt géniale. Sophie hésita. Pensez-vous que si les choses avaient été différentes, vous auriez voulu des enfants? Il resta silencieux un long moment. Assez longtemps pour que Sophie pense qu'il ne répondrait pas finalement. Oui, je pense que j'aurais aimé ça. Ce n'est pas stupide, j'ai 41 ans, Sophie. Donc, le père de mon amie Emma a 50 ans et vient d'avoir un bébé avec sa nouvelle femme. Elle sourit. Vous n'êtes pas encore mort. Malgré tout, Alexander rit. Un vrai rire. Pas l'amertume qu'il portait habituellement. Non, pas encore mort. La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Monica entra, téléphone à la main, le visage pâle. Ils ont envoyé une adresse, dit-elle sans préambule, pour l'échange demain soir. Alexander était sur ses pieds instantanément, la douleur oubliée. Où? Les anciennes bourses aux bestiaux, Southside. Sa voix trembla légèrement. Ils veulent que je vous amène seul. Absolument pas. Ils ont dit que si quelqu'un d'autre vient, je me fiche de ce qu'ils ont dit. La voix d'Alexander devint froide.
Vous n'irez nulle part près de ces bourses aux bestiaux. Ils ont des armes. J'ai plus d'armes. Il sortit son téléphone. Et plus d'hommes et significativement moins de patience. Alexander, non. Il se tourna pour lui faire face pleinement. J'ai passé 4 jours à planifier ça, à cartographier leurs opérations, à identifier les faiblesses, à construire des leviers. Je ne vais pas jeter ça parce que Vula veut une confrontation dramatique. Monica croisa les bras. Alors, quel est votre plan? Je vais mettre fin à ça ce soir avant qu'ils n'aient une autre chance de vous menacer. Par mettre fin à ça, vous voulez dire, je vais faire comprendre à Konstantin Volkov que vous et Sophie êtes sous ma protection permanente. Et que vous touchez signifie le genre de guerre qui détruit les empires. Vous avez dit disparu, pas mort, et je le pensais. Mais d'abord, il doit comprendre le coup. Sophie les regarda se disputer, la tension crépitant entre eux comme un éclair. Sa mère avait l'air effrayée, mais aussi autre chose. Quelque chose que Sophie avait vu sur son visage quand elle regardait la photo de papa tard le soir. Le chagrin, mais aussi le souvenir de se sentir en sécurité. « Et si nous allions avec vous? » demanda Sophie. Les 2 adultes se tournèrent pour la regarder fixement. « Quoi? » La voix de Monica devint stridente. « Absolument pas. Je ne parle pas de la réunion, clarifia Sophie. Je veux dire, et si nous allions ailleurs, quelque part où les Russes ne pourraient pas nous trouver, pour qu'Alex puisse faire son truc sans s'inquiéter pour nous. L'expression d'Alexander changea. Ce n'est en fait pas une si mauvaise idée. J'ai une sœur, dit Monica lentement. Au Michigan, les Russes ne la connaissent pas. Conduisons-y ce soir. Restons une semaine. Alexander était déjà en train de ressortir son téléphone. J'enverrai des gardes avec vous. 2 voitures, escorte armée, tout le long du chemin. Et vous, je m'occupe de vous, Love. Je m'assure que lui et ses hommes comprennent la nouvelle réalité. Puis je viendrai vous chercher quand ce sera sûr. Monica semblait déchirée. Je n'aime pas fuir. Ce n'est pas fuir. C'est un repositionnement tactique. Il rencontra son regard. Et cela me permet de faire ce qui doit être fait sans craindre que vous ne soyez prise dans les tirs croisés. Sophie vit sa mère vaciller. Vit le moment où elle réalisa qu'Alexander avait raison. D'accord. Monica dit finalement, d'accord, nous y allons. Alexander hocha la tête. Faites des valises légères, vous partez dans 1 heure. Alors que Monica se dépêchait de faire ses valises, Sophie s'attarda. Alex, oui, tu vas bien, n'est-ce pas? Tu ne vas pas mourir en me faisant ça. Son visage s'adoucit. Je suis très bon pour ne pas mourir, Sophie. J'ai eu beaucoup de pratique. Promis, je promets. Elle le serra dans ses bras, puis rapide et impulsive et probablement trop confiante. Il se raidit un instant, puis avec précaution, comme si elle était faite de verre, il la serra en retour. « Merci, murmura-t-elle dans sa chemise, de nous avoir gardés en sécurité. » Ses bras se resserrèrent légèrement, toujours. 1 heure plus tard, Sophie était assise à l'arrière d'un SUV à côté de sa mère, regardant le domaine disparaître dans le rétroviseur. Des gardes les flanquaient dans un 2e véhicule. Le Michigan était à 7 heures de route. Elle serrait M. Boutons et essayait de ne pas penser au fait qu'elle laissait derrière elle le premier endroit où elle s'était sentie en sécurité depuis 2 ans. Derrière elle, à l'intérieur du manoir, Alexander se tenait dans son bureau et passa l'appel qui changerait tout. « Dominique, c'est l'heure. Activez le protocole 7. Silence. Oui, je suis sûr. Et Dom, faites-le assez fort pour que chaque Russe de Chicago l'entende. Vola voulait mon attention. Maintenant, il l'a. Il raccrocha, vérifia ses armes et se prépara à devenir le monstre que les gens craignaient. Parce que parfois, protéger les anges exigeait de devenir un diable. La sœur de Monica vivait dans une petite ville près de Detroit où rien n'arrivait jamais et où les gens laissaient encore leurs portes déverrouillées. Pendant 3 jours, Sophie et sa mère existèrent dans les limbes, en sécurité mais anxieuses, confortables mais déconnectées. La maison de sa tante sentait la cannelle et les vieux livres.
La chambre d'amis avait des courtes pointes faites par sa grand-mère. Cela aurait dû sembler familier. Mais Sophie ne cessait de penser à la bibliothèque avec l'échelle roulante, au chocolat chaud à 3 heures du matin, à un homme dangereux qui la regardait comme si elle comptait. Le 4e matin, le téléphone de Monica sonna enfin. Sophie regarda le visage de sa mère passer par la peur, le soulagement, l'incrédulité. « D'accord, murmura Monica. « D'accord, nous y serons. » Elle raccrocha, les mains tremblantes. C'était Alexander. C'est fait. Les Russes, elle déglutit. Ils sont partis. Nous pouvons rentrer à la maison. À notre appartement, demanda Sophie. Sa mère hésita. Où, dit-il, nous pouvons revenir au domaine si nous le voulons, aussi longtemps que nous le voulons. Quelque chose dans sa voix fit bondir le cœur de Sophie. Tu veux? Je ne sais pas, bébé. C'est compliqué. Ce mot encore. Mais cette fois, les yeux de Monica contenaient quelque chose que Sophie reconnut. L'espoir. Je veux le voir, dit Sophie. Je veux m'assurer qu'il va bien. Sa mère sourit, douce et triste et compréhensive. Oui, moi aussi. Ils arrivèrent au domaine juste après la tombée de la nuit. Les grilles s'ouvrirent en douceur, la sécurité les saluant. Mais alors qu'ils s'engageaient sur l'allée circulaire, quelque chose semblait différent. Le manoir était illuminé comme à Noël. Chaque fenêtre brillait, chaleureuse et accueillante. Et debout sur les marches du perron, Marie à ses côtés, se tenait d'Alexander. Il avait l'air fatigué. Une nouvelle échymose assombrissait sa mâchoire. Ses phalanges étaient bandées, mais il était vivant, entier, en attente. Sophie était hors de la voiture avant qu'elle ne s'arrête complètement, courant les marches et se jetant sur lui. « Tu vas bien, tu avais promis que tu irais bien, et tu vas bien. » Il la rattrapa, grognant légèrement, mais la retenant. « Je te l'avais dit, très bon pour ne pas mourir. » Monica s'approcha plus lentement, les yeux le scrutant pour des blessures. « Qu'est-ce qui s'est passé? Puis-je vous le dire à l'intérieur? Il fait glacial ici. » Ils s'installèrent dans la bibliothèque. Leur bibliothèque, pensa Sophie avec possessivité, avec du chocolat chaud et le feu qui crépitait. Marie avait disparu avec un sourire complice. Alexander leur raconta la version abrégée, comment il avait exploité des informations sur les opérations illégales de Volkov pour forcer une réunion avec la haute direction de la mafia russe. Comment il avait présenté des preuves que Vulov avait détourné des fonds de sa propre organisation. Comment il avait offert aux Russes un choix. Retirer Volkov de Chicago de façon permanente ou regarder Alexander démanteler systématiquement chaque opération qu'ils avaient dans le Midwest. Ils ont choisi l'option 1, finit-il. Volkov et son équipe immédiate sont dans un avion pour Moscou avec des instructions selon lesquelles tout retour sur le sol américain signifie une exécution immédiate par leurs propres gens. Alors, c'est vraiment fini. La voix de Monica était petite. C'est vraiment fini. Vous êtes en sécurité. Sophie est en sécurité. Il rencontra son regard. Vous pouvez rentrer chez vous. Je m'assurerai que votre immeuble ait une sécurité améliorée ou il s'interrompit. Ou Monica le pressa, ou vous restez ici aussi longtemps que vous voulez. L'offre resta en suspens dans l'air. Sophie retint son souffle. Alexander Monica dit avec précaution, « Que demandez-vous? » Il avait l'air mal à l'aise, vulnérable d'une manière que Sophie n'avait jamais vue. « Je vous demande si vous envisageriez de faire de cet endroit votre maison, tous les deux. » Sans pression, sans attendre, juste il lutta. Juste un endroit sûr où être. Pourquoi? La voix de Monica était à peine un murmure. Parce que votre fille me fait rire. Parce que vous me donnez envie d'être meilleur que je ne le suis. Parce que cette maison est vide depuis 20 ans. Et vous y avoir la fait se sentir comme une maison au lieu d'une forteresse. Il déglutit difficilement. Parce que j'ai 41 ans et que je n'ai jamais eu de famille et que je ne sais pas ce que je fais. Mais j'aimerais essayer si vous me le permettez. Des larmes coulaient sur le visage de Monica. Je ne peux pas vous demander de. Vous ne demandez pas, j'offre. Votre monde est dangereux, moins maintenant et de plus en plus sûr. Il se pencha en avant. Je ne peux pas promettre la perfection.
Je ne peux pas promettre la facilité, mais je peux promettre la sécurité, la protection, les soins. Sophie regarda le visage de sa mère, vit la guerre entre la peur et l'espoir. « Maman, dit-elle doucement, c'est bon d'être heureuse à nouveau. Papa le voudrait. » Le souffle de Monica se coupa. Elle regarda Sophie, puis Alexander, puis de nouveau Sophie. « Es-tu sûre, bébé? C'est une grande décision. Je suis sûre que je veux rester. » Monica se tourna vers Alexander. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si nous faisons ça, si nous restons, j'ai besoin d'honnêteté toujours. Plus de secrets sur vos affaires. Pas de violence près de Sophie. Et j'ai le dernier mot sur ce qui est sûr pour ma fille. » « D'accord. Tout. Et nous allons doucement, quoi que ce soit entre nous. » Elle fit un geste entre eux. « Nous ne nous pressons pas. Sophie passe en premier. Toujours. » Il accepta immédiatement. Monica prit une respiration tremblante. « D'accord, d'accord. Nous essayerons, 3 mois. Nous restons 3 mois et ensuite nous réévaluons. » S'éclaircit la gorge. Le sourire d'Alexander était hésitant mais sincère. 3 mois. Sophie poussa un cri de joie, s'attaquant à sa mère dans un câlin, par-dessus l'épaule de sa fille. Monica rencontra les yeux d'Alexander et y vit son propre espoir fragile se refléter. Peut-être que c'était fou. Peut-être que ça exploserait de façon spectaculaire. Mais peut-être, juste peut-être, que des gens brisés pouvaient construire quelque chose de beau ensemble. 3 mois devinrent 6. 6 devinrent un an. La suite d'invités devint leur chambre permanente, bien que Sophie passait plus de temps dans la bibliothèque que dans sa chambre. Monica commença à travailler à temps partiel dans un hôpital plus proche du domaine, utilisant ses économies, qui avaient considérablement augmenté grâce à l'absence de loyer, pour finalement terminer sa certification d'infirmière praticienne. Alexander se retira lentement des parties les plus dangereuses de son entreprise, déléguant à Dominique et se concentrant sur des investissements légitimes. Ce ne fut pas une sortie nette, mais c'était un progrès. Et quelque part entre les dîners de famille et la fête du 11e anniversaire de Sophie et les conversations tard le soir autour d'un chocolat chaud, Monica et Alexander tombèrent amoureux. Ce ne fut pas dramatique. Ce ne fut pas un coup de foudre. Ce fut Alexander apprenant à tresser les cheveux de Sophie pour l'école. Monica s'endormant sur son épaule pendant les soirées cinéma. Des regards partagés à table, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité. Ce fut lui qui ouvrit finalement la pièce où sa mère était morte, laissant Monica se tenir avec lui dans cet espace, puis décidant ensemble de la repeindre en lavande douce pour Sophie. Ce fut Monica se réveillant de cauchemar à propos de la perte de son défunt mari et trouvant Alexander là, solide et stable, promettant qu'elle ne ferait plus jamais face au chagrin seule. Ce fut Sophie dessinant des photos de leur nouvelle famille, des bonshommes allumettes d'elle, de maman, d'Alex et de Marie, et les accrochant dans la bibliothèque comme des trophées. Par une soirée de février enneigée, presque exactement 2 ans après que Monica eut retiré un homme mourant des voies de chemin de fer, Alexander la demanda en mariage. Pas de grands gestes, juste eux deux dans la bibliothèque après que Sophie fut allée se coucher. La lumière du feu projetant des ombres, sa voix rauque d'émotion. « Je sais que je ne suis pas ce que vous imaginiez. Je sais que je viens avec des bagages et des complications, et un passé que je ne peux pas effacer. Mais je vous aime, Monica. J'aime Sophie, et je veux passer le temps qu'il me reste à m'assurer que vous savez tous les deux que vous êtes chéris. » Il sortit une simple bague, vintage, belle, rien d'ostentatoire. « Voulez-vous m'épouser? » Monica regarda cet homme dangereux, blessé, inattendument doux, et pensa aux deuxièmes chances, à la façon dont les pires nuits peuvent mener au meilleur matin, à choisir de faire confiance à nouveau. « Oui, murmura-t-elle, oui. » Ils se marièrent au printemps. Petite cérémonie dans le jardin avec Marie pleurant des larmes de joie et Sophie comme demoiselle d'honneur. Monica portait une robe simple. Alexander portait un costume
et le sourire le plus sincère que quiconque ait vu sur son visage depuis des décennies. Et quand Sophie demanda si elle pouvait légalement changer son nom de famille en Moore, ils pleurèrent tous les deux. Les papiers d'adoption furent finalisés le 12e anniversaire de Sophie. Alexander lui donna un collier avec un charme de boussole. « Pour que tu trouves toujours ton chemin vers la maison, dit-il doucement. Sophie le serra fort dans ses bras. « Tu es ma maison maintenant, papa. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Les yeux d'Alexander s'illuminèrent de larmes qu'il ne prit pas la peine de cacher. « Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. » Monica les regarda depuis l'embrasure de la porte, le cœur si plein qu'il faisait mal. Son défunt mari ferait toujours partie de leur histoire. Sa photo était posée sur la cheminée aux côtés des nouvelles photos de famille. Mais le chagrin ne signifiait pas renoncer à la joie. Cela signifiait honorer l'amour en choisissant d'aimer à nouveau. Par un calme dimanche matin, 5 ans après cette nuit sur les voies de chemin à deux fins, Monica se réveilla à la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres de la chambre et au bras d'Alexander s'éclaircit la gorge autour de sa taille. En bas, elle pouvait entendre Sophie, 17 ans maintenant, féroce et brillante, et tout ce que Monica avait espéré qu'elle deviendrait, se disputer avec Marie sur les choix du petit déjeuner. Je fais des crêpes que tu le veuilles ou non, jeune fille. Mais Marie, je veux des gaufres. Les crêpes forgent le caractère. Alexander bougea à côté d'elle, souriant sans ouvrir les yeux. Devrions-nous intervenir? Absolument pas. Marie a ça sous contrôle. Il la tira plus près, pressant un baiser sur son épaule. T'ai-je dit dernièrement que sauver ma vie a été la meilleure décision que tu aies jamais prise? Monica se tourna pour lui faire face. Étudiant l'argent qui filait à travers ses cheveux foncés, les rides de sourire autour de ses yeux, la paix qui avait lentement remplacé la dureté au cours de ses 5 ans. T'ai-je dit dernièrement que te laisser sauver la mienne a été la meilleure décision que j'ai jamais prise? Sa main vint lui envelopper le visage. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Oui, nous l'avons fait. Ils restèrent allongés là dans un silence confortable, écoutant leur fille rire en bas, enveloppée dans la chaleur d'une maison qu'ils avaient construite à partir de morceaux brisés. Parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus. Parfois, les gens qui nous sauvent sont ceux que nous sauvons en premier. Et parfois, la chose la plus effrayante que nous puissions faire est de donner aux gens brisés la permission d'essayer à nouveau. Monica n'a jamais regretté cette nuit sur les voies de chemin de fer. Pas quand Alexander avait des cauchemars sur sa mère. Pas quand de vieux ennemis refaisaient surface brièvement avant d'être gérés. Pas quand Sophie luttait contre l'anxiété de perdre un autre parent. Parce que pour chaque moment difficile, il y en avait des centaines de beaux. Alexander apprenant à Sophie à conduire. Patient et calme même quand elle a accroché la boîte aux lettres. Vacances en famille dans des endroits dont Monica n'avait fait que rêver, mais où Alexander était juste papa et non le patron. Les lettres d'acceptation de Sophie à l'université célébrée avec du champagne et des larmes de joie et la fierté féroce d'Alexander. La remise de diplôme d'infirmière praticienne de Monica, où sa fille et son mari étaient assis au premier rang à l'applaudir. Des calmes dimanches matins exactement comme celui-ci, où la paix n'était plus un fantasme, mais leur réalité quotidienne. Ils n'étaient pas parfaits. Ils luttaient encore. Mais ils luttaient ensemble, et cela faisait toute la différence. Au final, Monica a appris que la miséricorde n'est pas une faiblesse. La confiance n'est pas une folie. Et l'amour, le vrai amour, ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous choisit, brisé et tout, et décide que vous valez la peine d'être combattu, d'être protégé, d'être sauvé. Même quand les sauvés vous sauvent aussi. Parfois, les gens qui nous sauvent ne sont pas ceux que nous attendions. Parfois, ce sont ceux que le monde nous a dit de craindre, les dangereux, les endommagés, ceux qui portent plus de cicatrices que de sourires. Mais peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Des gens qui comprennent que la survie est un acte de défi, que choisir la gentillesse dans un monde cruel demande plus de courage que toute violence.
Monica a enseigné à Alexander que la miséricorde n'est pas une faiblesse. Alexander a enseigné à Monica qu'accepter de l'aide n'est pas un échec. Et Sophie leur a enseigné à tous deux que la famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par qui se présente quand vous en avez le plus besoin. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, nous serions ravis de l'entendre dans les commentaires. Dites-nous, avez-vous déjà été sauvé par une personne inattendue? Avez-vous déjà été le sauveur inattendu? Vos histoires comptent pour nous. Cliquez sur ce bouton « J'aime » pour soutenir les récits qui nous rappellent tout pourquoi la compassion est révolutionnaire. Abonnez-vous à Redemption Tales car nous vous apportons de nouveaux voyages émotionnels chaque semaine. Des histoires qui prouvent que même les gens brisés méritent une deuxième chance. Et avant de partir, regardez notre prochaine vidéo ou explorez notre playlist pour plus de récits d'amour trouvés dans les endroits les plus sombres. Merci d'être ici. Merci de croire que tout le monde mérite une chance de rédemption. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité, gardez espoir. Et rappelez-vous, parfois la meilleure chose que nous puissions faire est d'ouvrir la porte quand quelqu'un de brisé se présente en demandant de l'aide.